quels peuvent être les apports et peut-être même, et là je me tourne vers Maître Samuelian, les interrogations qui peuvent subsister après lecture de cette charte. Merci Brigitte. Donc effectivement, comme Brigitte Garrigue vous l'a rappelé, les principes généraux en pratique étaient présents à l'esprit de tous, mais il s'avère, notamment puisque les trois principes généraux qui sont rappelés dans le projet de charte sont l'habilitation et l'absence de conflit d'intérêts. Je vous en ai parlé. Vous avez eu donc avec une exigence d'impartialité, mais je vous ai aussi dit dès l'introduction que dans un certain nombre de dossiers, nous, les conseils de la défense, considérions que justement cette obligation générale n'était pas toujours respectée. La deuxième obligation générale que pose le projet de charte, c'est le respect du secret professionnel. Vous le savez, puisque la presse en était fait l'écho à l'époque, le respect professionnel n'a pas toujours été respecté. J'en veux pour preuve dans le dossier EADS le fait que ce qu'on a appelé la note d'étape se soit retrouvé dans la presse alors même que les conseils de la défense n'en avaient pas connaissance. Donc un respect du secret professionnel, oui, mais appliqué de manière stricte. Et une troisième obligation générale, l'obligation de transmission au parquet, car vous le savez, tous les intervenants à l'AMF qui ont connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer un délit doivent être portés immédiatement à la connaissance du parquet. C'est à nouveau dans le dossier UADS un des exemples dans le cadre duquel l'AMF a tout de suite porté à la connaissance du parquet de Paris les faits en question. Donc le projet de charte pose des principes généraux des droits et obligations des personnes qui sont sollicitées dans le cadre donc de l'enquête, puisque évidemment les enquêteurs vont se diriger vers un certain nombre de gens pour les interroger et obtenir de leur part des documents pour déterminer notamment s'ils ont eu connaissance ou pas, lorsqu'on se trouve sur un abus de marché qui est un manquement d'initié, s'ils ont eu connaissance ou pas de cette information privilégiée. Je dirais que le premier point important, c'est la vérification, et c'est ce que dit en tout cas le projet de charte. Les personnes qui sont sollicitées dans le cadre de l'enquête ont l'obligation de vérifier l'identité des enquêteurs. Alors ça peut vous paraître assez surprenant comme principe posé pour quelqu'un qui se voit sollicité dans le cadre d'une enquête, parce que on pourrait quand même attendre à ce que ce soit plus une obligation des enquêteurs de présenter leur ordre de mission plutôt qu'un droit, je veux dire, de ceux qui sont sollicités, je veux dire, de demander la présentation de l'ordre de mission des enquêteurs. Pour autant, et je suis obligé de le dire, c'est déjà arrivé qu'il y ait quelquefois des difficultés sur ces ordres de mission, et par conséquent, dans tous les cas, évidemment, nos clients doivent, si ça ne leur est pas présenté spontanément, les demander, et c'est rappelé dans le projet de charte. La deuxième principe général qui est donc posé pour les personnes sollicitées, c'est celui d'être informé de l'objet de l'enquête. Donc généralement c'est visé dans l'ordre de mission que remettent les enquêteurs, puisque les ordres de mission disent qu'ils font une enquête sur, par exemple, le titre X pour la période du temps au temps. Évidemment, l'ordre de mission ne précise pas de quelle nature de faits ou de manquements éventuels il pourrait être poursuivi, mais on sait évidemment, et c'est une obligation, que les personnes sollicitées sachent précisément de quel titre il s'agit et de quelle période. Il est également question, sachant un petit aparté, qu'évidemment, selon ce que les enquêteurs peuvent trouver, la période peut être étendue, elle n'est jamais réduite, elle est toujours étendue. Troisième principe général qui est posé également, et ça c'est en faveur des personnes sollicitées, c'est qu'ils puissent être assistés d'un conseil. Donc généralement, soit ce sont des professionnels, ils seront assistés de leur responsable de la conformité, soit ce sont des personnes autres donc, qui seront assistés généralement d'un avocat. Un quatrième point qui est intéressant, c'est l'établissement d'un procès verbal avec la liste des pièces. Donc ça serait une nouveauté parce qu'on n'a pas toujours eu ce type de... Il y avait des enquêteurs qui n'avaient pas du tout cette pratique-là. Je dirais même la majorité d'entre eux ne faisaient pas de PV et ne listaient pas les pièces. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec véritablement quelques difficultés. Le
le quatrième point, c'est le droit, évidemment, pour les personnes qui sont susceptibles, et ça, c'est la nouveauté du projet de charte, j'ai la possibilité, donc, pour les personnes qui ont été sollicitées et qui sont surtout susceptibles d'être mises en cause, de faire part de leurs observations avant la conclusion de l'enquête. Avant ce projet de charte, vous étiez convoqué en audition place de la Bourse par les enquêteurs, vous veniez généralement avec votre avocat, vous répondiez aux questions, vous partiez sans procès verbal et sans copie du procès verbal d'audition, et vous ne saviez pas ce que devenait l'enquête une fois que vous étiez sorti du 17 place de la Bourse. Évidemment, vous comprenez bien que ça posait un certain nombre de problèmes. Le premier de ces problèmes-là, c'est que, ça va vous faire sourire, mais il arrive quelquefois que les personnes qui sont entendues ne soient pas mises en cause par la suite, sauf qu'elles ne le savaient pas, puisque personne ne le leur disait. Elles ne savaient même pas que l'enquête était clôturée. Par ailleurs, celles qui étaient susceptibles ou qui allaient être mises en cause avaient forcément un certain nombre d'éléments qui n'avaient pas nécessairement été portés à la connaissance des enquêteurs ou qui n'avaient pas nécessairement été pris en compte par les enquêteurs. Et il n'y avait aucun débat quelconque, à part au moment de l'audition, entre la personne sollicitée susceptible d'être mise en cause et les enquêteurs. Ça a donné lieu dans un grand nombre de dossiers, je peux le dire, à des notifications de grief et donc à des saisines, comme vous l'a expliqué Franck Martin-Laprade, de la commission des sanctions, sans que véritablement il y ait de sujet, puisqu'il aurait suffi que les enquêteurs demandent, posent des questions différentes ou sollicitent des documents pour se rendre compte que la thèse sur laquelle ils avançaient était totalement farfelue et que donc il n'y avait pas lieu à ouvrir une quelconque procédure disciplinaire. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'AMF s'est dit que ce serait une bonne chose que de solliciter les personnes susceptibles d'être mises en cause, de sorte à ce que, avant que l'enquête ne soit conclue, elles puissent faire valoir et produire les documents susceptibles d'éviter une ouverture de procédure disciplinaire à leur encontre, de sorte à ce que les enquêteurs donc, prennent en considération ces éléments-là. Mais c'est très étonnant. J'interromps parce que c'est aussi l'objet, c'est de rendre ce colloque vivant sous forme de débat. En fait, on a l'impression que on amorce la phase contentieuse, contradictoire d'un véritable procès, enfin d'une audience, alors même que donc c'est une contagion de cette phase contradictoire qui remonte dans le temps et qui apparaît dès l'enquête, alors même qu'on n'a pas encore engagé de poursuite. En tout cas, en ce qui me concerne, je considère que c'est vraiment du semi-contradictoire, mais ce n'est ni plus ni moins que ce qui existe dans le cadre de la procédure pénale. Quand vous êtes devant un juge d'instruction et qu'il vous pose des questions, il doit vous notifier qu'il veut vous entendre, notamment pour le cas échéant, vous mettre en examen. Dès lors qu'il a fait ça, vous avez accès au dossier, donc vous avez connaissance de tout ce qu'il y a dans le dossier des juges d'instruction et notamment des auditions et dans ce cadre-là, vous avez la possibilité de faire valoir et d'apporter un certain nombre d'éléments et de documents pour défendre votre position. Donc on en est à une phase qui est semi-contradictoire, mais qui n'est pas encore du véritable contradictoire.